Bonjour, bienvenue sur France 3 Limousin pour cette voie libre consacrée au départemental 2015. Après la Creuse la semaine dernière, nous nous intéressons ce samedi à la Corrèze, un département sous les feux des projecteurs locaux bien sûr, mais aussi nationaux. L'ancien président du Conseil général étant tout simplement l'actuel président de la République. François Hollande sait que les 22 et 29 mars, les résultats corréziens seront analysés, commentés, regardés de près et pour cause, ce département pourrait rebasculer à droite. Ce serait donc une défaite symbolique, certes, mais une défaite tout de même pour le chef de l'État. À l'issue de ce scrutin, il y aura de toute façon un chamboulement du visage politique du département. Quels que soient les scores, l'Assemblée sera renouvelée aux 3/4 avec la parité et des candidats en binôme, le redécoupage des cantons, 19 au lieu de 37, des divisions au sein de la gauche, une droite unie avec le centre et un Front national présent dans la moitié des cantons. Tous ces éléments font que cette élection en Corrèze s'annonce intéressante, pour ne pas dire passionnante, avec donc cette question. Au soir du premier et du second tour, le Parti socialiste sera-t-il capable de conserver ce conseil? Nous allons en parler pendant près d'une heure avec nos invités, tous candidats pour ce scrutin. Gérard Bonnet, président socialiste du Conseil général. Pascal Coste, conseiller général, chef de file de la droite et du centre sous la bannière Corrèze demain. Bonjour. Muriel Padovani-Loriou, vous représentez la liste alternative, c'est l'Union d'Europe Écologie Les Verts, du Parti de gauche, du Parti communiste et de Nouvelle Donne. Enfin, José Dinucci, représentant le Front national. Bonjour, merci à vous quatre d'avoir accepté notre invitation. Vous serez écouté tout au long de cette émission par Enrique Viracampos, notre confrère de France Bleu Limousin, radio partenaire de cette élection. Il nous livrera tout à l'heure en fin d'émission son analyse sur ce débat et sur les enjeux en Corrèze. Christian Moulinard, bonjour. Vous êtes notre consultant politique habituel. Première question, le PS est-il effectivement en danger dans le département ? Alors, si on en juge par les résultats des dernières élections de 2014, les municipales, les européennes, les sénatoriales, il est vrai que les jeux sembleraient presque faits et qu'on pourrait parler d'ores et déjà de basculement du Conseil général de la Corrèze. Je me demande cependant si les choses ne sont pas un petit peu plus compliquées et je me demande si les électeurs corréziens ne pourraient pas céder à la tentation d'avoir deux fers au feu, particulièrement dans la perspective de la création de la grande région. Parce que la Corrèze est sans doute des trois départements de la région Limousin, le département qui tirera le mieux son épingle du jeu de cette fusion avec l'Aquitaine et le Poitou-Charentes. Il peut être tentant pour les Corréziens de dire, eh bien, on va garder quand même, parce qu'il n'est pas impossible que le conseil régional soit à majorité socialiste, à majorité de gauche, eh bien, on va garder quand même les moyens de faire un petit peu entendre davantage notre voix que si on est vraiment dans l'opposition. Et ce serait de surcroît conforme à un certain tempérament politique corrézien que d'essayer d'établir comme ça un équilibre entre la gauche et la droite. Et je disais, c'est aussi une élection symbole pour François Hollande. Alors, en tout cas, c'est vraisemblablement une élection symbole pour le président de la République lui-même, comme l'a montré son assiduité à fréquenter la Corrèze 2 fois en très peu de temps. Et bien évidemment, ce sera interprété en sa faveur ou à son défaveur en fonction du résultat. Merci Christian Moulinard, on vous retrouve tout au long de l'émission. Et pour aller un peu plus loin, pour justement illustrer ce que vous venez de dire, pour planter le décor, cette élection départementale, considérée comme une élection de second plan il y a encore quelques semaines, fait quand même de plus en plus parler d'elle, car les résultats vont sans doute transformer le paysage politique de la France, comme nous l'explique Patricia Chalumeau. Des élections départementales qui pourraient faire basculer le rapport des forces entre la droite et la gauche. Actuellement, la gauche détient 60 départements et la droite 41. On s'attend plutôt à une défaite, et une défaite lourde pour le Parti socialiste, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il est archi-dominant dans les départements. Il y a 60 départements qui sont à gauche, et au cours des 5 derniers scrutins cantonaux, départementaux, à chaque fois, ces 5 derniers scrutins ont été marqués par des victoires du PS. Donc il part de très haut. Donc déjà, mécaniquement, de toute façon, c'est très compliqué pour lui. Deuxième raison, c'est qu'on est dans un cycle électoral, on l'a vu avec les municipales et avec les européennes, où s'exprime, à l'occasion d'élections intermédiaires, un fort mécontentement à l'égard du pouvoir en place. Nicolas Sarkozy l'avait connu, François Hollande le connaît, donc là, on devrait aussi le connaître. Un parti socialiste d'autant plus en difficulté que dans certains cantons, leurs anciens alliés, le Front de gauche et les Verts, pourraient présenter leur propre binôme. Quant à la droite, elle pourrait gagner de nombreux départements.
l'UMP va gagner des cantons et donc va gagner des départements. Donc le vainqueur sera a priori l'UMP et le président de l'UMP en sera le principal bénéficiaire. Ça ne veut pas dire qu'un François Fillon, qu'un Alain Juppé ne bénéficieront pas de cette dynamique en faveur de l'UMP. Mais c'est malgré tout Nicolas Sarkozy qui est aujourd'hui le président de cette formation politique. Donc il devrait pouvoir capitaliser sur de probables bons résultats de sa formation politique. Le Front National a décidé de présenter des candidats dans la plupart des cantons. Aujourd'hui, il est plus puissant qu'hier, donc on se dit qu'il devrait plutôt être présent dans un nombre accru même de cantons et que la couverture sera une couverture quasi nationale en termes d'offres politiques pour le Front National et qu'il aura donc davantage de conseillers. Maintenant, combien, on ne le sait pas évidemment. Et puis, est-ce qu'il y a des départements qui pourraient basculer? Cela semble improbable, mais on verra bien au fil des semaines. Une inconnue, l'abstention. Elle pourrait bien être le véritable arbitre de ces élections départementales. Gérard Bonnet, vous êtes le président actuel du Conseil général, un futur conseil départemental. Vous vous représentez le 22 mars dans le canton d'Issy-en-Donay. À 2 semaines du premier tour, pensez-vous être en mesure de conserver le département ou alors allez-vous faire partie des pertes du PS comme on vient de l'entendre? Anticiper le résultat, même à 15 jours des élections, je pense que ce n'est pas possible. Moi, je pense qu'actuellement, effectivement, comme l'a dit M. Boulinard, il y a eu, au niveau des élections qui se sont passées, aussi bien en ce qui concerne les municipales que les européennes, disons, un certain rejet par rapport aux politiques nationales, mais je pense que c'est traditionnel, parce qu'à l'époque du président Chirac, à l'époque des autres présidents de la République, c'était un peu la même réaction, mais je pense qu'au niveau des Corréziens, il y a quand même un attachement important donc, au président de la République en place. On l'a vu lors des 2 dernières visites qu'il a faites sur place, qui étaient des visites qui étaient prévues à l'avance. On l'a vu à Masseray, à Tulle, au barreau autoroutier. À Tulle, elles étaient prévues à l'avance. On l'a vu également pour l'autoroute A89. Et je pense que les Corréziens gardent, à l'égard du président de la République, quand même un sentiment favorable sur l'ensemble de la Corrèze. C'est pour ça que moi je dirais qu'en ce qui concerne ces élections départementales, il y a beaucoup de facteurs d'indécision. On pourra en reparler tout à l'heure, peut-être. Pascal Coste, on vous a entendu au moment de la visite de François Hollande en Corrèze, là, il y a quelques semaines, un peu rué dans les brancards, estimer que ce n'était pas la place du président de la République. En fait, il faisait une campagne politique. Oui, c'est une première pour un président de la République que d'être présent à un petit mois des élections départementales et de s'investir très directement dans la campagne. Mais je crois que l'important, c'est le résultat le soir du 29 mars. Pour Corrèze de Main, nous sommes en ordre de marche, vous l'avez dit, à la fois unis, mais aussi prêts à l'alternance, c'est-à-dire que nous avons bâti un programme sérieux avec des candidats géographiquement qui représentent l'ensemble des anciens cantons, dans l'ensemble des quatuors. Et puis, nous avons travaillé sur la manière de financer aussi notre projet. Et donc, nous sommes prêts à l'alternance et à faire en sorte que, dès le mois d'avril, si les Corréziens nous font confiance, on votera un budget et la capacité, effectivement, à mettre en œuvre 2-3 mesures rapides d'urgence pour sauver l'emploi sur notre département, notamment. On en parlera tout à l'heure des programmes, mais le fait que François Hollande soit venu en Corrèze, c'est que, selon vous, il y a le feu au lac pour le Parti socialiste ? Certainement. Je crois que l'important aujourd'hui, c'est l'alternance en Corrèze pour permettre de redonner une dynamique aux Corréziens et de faire en sorte que la Corrèze existe dans le nouveau concert des grandes régions, comme le disait M. Moulinard à l'instant. Et il faut une Corrèze beaucoup plus pugnace, beaucoup plus innovante, beaucoup plus attractive. Et c'est cette Corrèze-là que Corrèze de Main prépare. Alors, Muriel Padovani-Loriot, vous êtes secrétaire régionale d'Europe Écologie Les Verts. Vous êtes candidate pour ce scrutin en Corrèze sur le canton de Naves. Est-ce que vous ne seriez pas, avec le Parti communiste et les autres partis partis de gauche, par exemple, les responsables d'une éventuelle défaite du Parti socialiste ? Absolument pas. Absolument pas. On va faire revenir des gens aux urnes. Vous ne vous rendez pas compte de la déception des citoyens face à la politique qui est menée à l'heure actuelle. Et le citoyen, il a besoin d'avoir une vraie politique de gauche qui lui soit proposée. Donc nous, on répond à cette question-là. Et je pense que ça ne va pas faire perdre le département à gauche. Au contraire, ça va proposer des candidats qui sont vraiment à gauche pour le département.
Monsieur Bonnet, le fait que vos alliés, l'Europe Écologie Les Verts notamment, fassent bande à part, ça sera préjudiciable? Moi, ce que je voudrais dire, c'est que pendant le mandat qui a existé, les 7 ans de mandat, nous avons travaillé avec le Parti communiste, nous avons eu une majorité plurielle, ça s'est bien passé, cette majorité plurielle. Je pense qu'il y a eu un certain nombre de décisions qui ont été prises et qui ont été négociées, effectivement, et je pense que, en tout cas, j'espère qu'au deuxième tour, effectivement, il y aura une possibilité pour, à ce moment-là, toute la gauche de se rassembler pour pouvoir, effectivement, l'emporter et conserver le département à gauche. Parce que le département, quoi qu'il en soit, bon, l'expression du premier tour est une expression importante, mais après, je pense qu'au deuxième tour, il faudra pratiquer le rassemblement de façon à pouvoir travailler ensemble, parce que les majorités plurielles, ça peut fonctionner et ça fonctionne. José Dinucci, vous êtes le candidat du Front National sur le canton de Brive-3. Le Front National présente en Corrèze des candidats sur 9 des 19 cantons. Vous n'êtes pas présent partout en Corrèze, comment ça se fait? Vous n'avez pas réussi à trouver des candidats alors qu'en Creuse ou en Haute-Vienne, c'est le cas? Non, alors pour nous, la Corrèze est un territoire de conquête. C'est la première fois qu'il y a autant de candidats Front National qui sont présents. Et aujourd'hui, on veut essayer d'apporter une autre voix au débat. On veut essayer d'être présent dans les cantons où nous avions des personnes qui étaient déjà sur le canton, qui habitent, qui travaillent ou qui ont des attaches fortes à ces endroits-là. Et on veut vraiment être une autre opposition au sein du... parce que mathématiquement, on ne pourra pas être majoritaire même si nous sommes élus partout. Donc on veut être une autre opposition. Toutefois, on ne sera pas non plus dans le systématisme. À partir du moment où une proposition, qu'elle émane de la droite ou de la gauche, est bonne pour la Corrèze, nous voterons pour. Si évidemment cela ne rentre pas dans nos caractéristiques politiques ou que nous trouvons que cette proposition est mauvaise, nous voterons contre évidemment. Et sur la Corrèze, vous avez le sentiment que vous commencez à séduire, qu'il y a un électorat complètement. On a un électorat qui se tourne de plus en plus vers nous, notamment des personnes qui ont été déçues par la gauche, qui viennent de la gauche, qui se réclament comme anciens électeurs de gauche. D'autres personnes qui ont voté pour le président Chirac à l'époque, qui ont voté pour Mme Chirac également, se tournent vers nous aussi, déçus qu'ils ont été par la politique menée au niveau national par M. Sarkozy. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un véritable désamour par rapport aux partis, disons, plus traditionnels. Et l'électorat se tourne de plus en plus vers nous, effectivement. Pascal Coste, je rappelle, vous êtes candidat sur le canton de Midi-Corrézien. Le Front National, c'est plus votre ennemi sur cette élection que la gauche ? Non, je crois qu'il n'y a pas d'ennemis. Nous, notre candidature, c'est celle de faire prospérer la Corrèze, c'est d'avoir plus d'emplois en Corrèze, c'est de la rendre plus attractive. Donc les électeurs feront le choix. On fera un décompte le 22 au soir de savoir quelles sont les forces en présence. Et j'espère que la majorité nous sera confortée pour le 29 au soir. Est-ce que le Front National aux Européennes en Corrèze l'an dernier avait fait près de 20% des voix il y avait quand même 17, en gros, ça faisait 17 000 électeurs. Oui, voilà. Comment vous expliquez que le Front National progresse quand même en Corrèze? Je crois qu'on n'est pas toujours un bel exemple de la vie politique. Alors même si on est sur des élections de proximité, que ce soit les élections communales l'an dernier ou cette année, les élections départementales. Donc je pense qu'il y a une remise en cause aussi de certains politiques sur leur fondement. Et ensuite, il y a beaucoup de désespoir face aux mesures assez décevantes qu'a pris la gauche sur ces diverses années. Et donc tout ça fait que le Front National progresse. Je crois que là, on est sur une élection départementale, de proximité, où lorsqu'on a besoin de son conseiller général, domaine départemental, eh bien, il faut le connaître, on sait ce qu'il est et on sait ce qu'il peut faire. Donc je crois que l'élection départementale, c'est pas l'expression d'un ras-le-bol, mais c'est véritablement l'expression de candidats qui soient prêts à nous représenter et que l'on connaît. Donc la proximité. Gérard Bonnet, Manuel Valls était à Limoges ce jeudi. Il a appelé à lutter contre le Front National. Il a notamment dénoncé l'endormissement des partis classiques face au Front National. Vous êtes d'accord avec lui? Oui, au niveau de l'endormissement vis-à-vis du Front National, je pense qu'on ne peut pas parler d'endormissement, mais je pense que pour revenir sur ces élections cantonales, pour moi, ce sont des élections de proximité. Ce sont des élections où la personnalité des gens, le travail qu'ils ont fait, ou le travail qu'ils sont susceptibles de faire compte plus que l'étiquette politique. L'étiquette politique est souvent, dans ces élections cantonales, secondaire.
Et je pense que là-dessus, en fonction des cantons, en fonction des personnalités qui se présentent, il y aura à ce moment-là des votes qui sont des votes très personnalisés. Bon, dire, comme le dit Pascal Coste, que la gauche n'a rien fait ou a rien fait, à l'époque de Sarkozy, c'était un peu la même chose. À ce moment-là, il était critiqué de la même façon. Je pense que le fait que le président de la République qui est en place, qu'il soit de droite ou de gauche, a une incidence très importante, effectivement, sur les politiques locales et sur les élections qui se passent au niveau local. Parce que les décisions à prendre au niveau national, qu'elles soient à droite ou qu'elles soient à gauche, sont des décisions parfois très difficiles et donc aboutissent à un certain nombre de rejets qui, à ce moment-là, sont des rejets qui se traduisent effectivement par un retour vers le Front National. Madame Padovani-Laurieux, vous êtes d'accord avec M. Bonnet sur le... On va plus voter quand même pour des personnalités, pour des gens qu'on connaît sur le canton. Il faut jouer là-dessus. On va sûrement voter pour des gens qu'on connaît, mais je peux vous dire que nous, on présente des candidats partout, avec nos colistiers pour le rassemblement, pour une alternative à gauche, et que ce sont tous des militants de terrain, des gens présents, des gens que les électeurs connaissent, et qui savent que ces gens-là, ils travailleront sur le département. Ils ne sont pas venus là chercher un poste, ils sont venus chercher la responsabilité pour faire une autre politique sur le département. C'est vraiment comme ça qu'on l'entend. Et je ne pense pas que ce soit avec le Front National qu'on aura une nouveauté politique, malheureusement. Dans votre alternative, votre union de plusieurs partis, il y a notamment le Parti communiste qui, finalement, presque pour la première fois, fait bande à part par rapport au Parti socialiste. Qu'est-ce qui a séduit les communistes pour venir avec vous ? Le fait qu'on parle, qu'on travaille ensemble, qu'on a construit ensemble une charte où chaque avis a été entendu, discuté, et où on a pris des décisions communes. C'est une autre façon de travailler. C'est peut-être pas comme ça jusqu'à présent que le Parti communiste travaillait, mais en tout cas, il est très fier de pouvoir travailler avec nous. Je vous rassure, ça lui va très bien comme type de travail. Et c'est aussi le travail entre les partis, mais avec des citoyens aussi. Et ça me paraît important de le dire. C'est-à-dire que c'est aussi ce qu'on veut faire au niveau du département, qu'il y ait une concertation très forte et un aller-retour avec les citoyens, une politique transparente. Christian Moulinard, le Parti communiste, est-ce qu'il pourrait disparaître du paysage politique de la Corrèze à l'issue de ce scrutin ? J'imagine que c'est cette crainte qui a en partie justement conduit à ce rassemblement avec d'autres partis, de manière à créer l'alternative. Et la difficulté pour le Parti communiste, c'est sans doute de récupérer ce vote protestataire qui lui a souvent permis de prospérer. Mais sur ce terrain, il est en forte concurrence avec le Front National. José Iannucci, le Parti communiste, c'est votre véritable concurrent ? Le Parti communiste, les électeurs principalement du Parti communiste, les citoyens qui votent le Parti communiste, sont aperçus d'une chose, c'est que souvent, le Front de gauche aujourd'hui, d'ailleurs comme le Parti Europe Écologie Les Verts, vote très souvent les lois proposées par le Parti socialiste. Malgré souvent une opposition qui peut être, à mon avis, de façade, le résultat est le même et très souvent on peut constater que les candidats élus donc sur des listes Europe Écologie ou Front de gauche suivent quasi systématiquement les propositions faites par le Parti socialiste. Avant de poursuivre, Pascal Coste, je le disais, il y a une union de l'UMP, de l'UDI et des divers droites du MoDem. C'est une première. Vous avez réussi finalement à... Oui, je crois qu'on a réussi cette union. Je sais que Michel Paillassou souhaitait aussi cette fédération. Je crois qu'on y a tous travaillé et il était important, alors qu'on aurait pu faire dans certains cantons 2 quatuors, il n'y avait pas de problème. Je pense que les uns et les autres ont été responsables parce que l'heure est grave. On a besoin justement de redonner une dynamique à la Corrèze et donc l'union a primé sur les jeux d'appareil.
Alors avant de poursuivre ce débat, celui ou celle qui présidera le Conseil après cette élection se retrouvera dans un fauteuil occupé par 2 présidents de la République. C'est l'une des spécificités de la Corrèze, Jacques Chirac et François Hollande. Le premier a dirigé le département de 1970 à 1979 et le second de 2008 à 2012, ce qui fait de ce territoire, et c'est peu banal, une terre de présidents, comme nous le rappelle Julie Radenac. C'était le 6 mai 2012, le soir où la Corrèze, émerveillée d'elle-même, découvre que sur son sol, les présidents poussent aussi bien que les cèpes. Il y avait eu Jacques Chirac, élu par 2 fois au sommet de l'État, mais aussi Henri Queuille, 3 fois président du Conseil sous la 4e République. Et voilà que ce petit département rural donnait à la France un 3e président, à son grand étonnement. Je me souviens de cette époque où François Hollande faisait un peu la risée de tous ceux qui s'intéressaient un peu à la politique, disant à le pauvre, voilà, il ne fera pas le poids. C'est vrai qu'il n'avait pas fait le poids, mais en tout cas, il avait jeté les bases, lui aussi, ce jour-là, de son destin politique, sans doute. De quoi s'interroger sur l'ADN de ce territoire radical socialiste, fief d'élection pour atteindre les sommets de l'État, mais aussi des ministères, Jacques Delors, Jean Charbonnel, Charles Spinasse, des syndicats, René Telade, François Sérac, un terreau pétri de politique qui a produit le gaulliste Edmond Michelet et le communiste Marius Vazeille. Des figures qui ont sans conteste politisé les Corréziens. Les Corréziens, c'est vrai, ont été depuis très longtemps politisés. Il y a eu aussi une grosse influence du Parti communiste à l'époque sur notre département. Mais il y a aussi, comment dire, ils sont aussi politisables, les Corréziens. Et là, ils ont trouvé 2 hommes, à quelques années d'écart, qui, quelque part, correspondaient, ces 2 hommes correspondent à l'esprit corrézien. C'est-à-dire, on est attachés l'un à l'autre, mais réciproquement. Je crois que c'est ça. Je déclare la séance du Conseil général ouverte. Un attachement sincère, mais qui doit peu au hasard. Derrière ces implantations corréziennes, il y a aussi du calcul, de l'habileté politique, celle d'un Chirac, énarque parisien, venu s'acheter une ruralité et une réputation de conquérant sur les terres de gauche d'un petit Perqueuil, tout acquis à sa cause. C'était, si je puis dire, le fait d'aller se mesurer au peuple pour essayer de trouver une assise encore plus importante et pouvoir durer dans le temps. Ça, c'était lui, donc il y avait une espèce de continuité. Là, je dirais que pour François Hollande, c'est un peu différent. C'est un peu différent parce que c'est le choix, si je puis dire, de dire si je veux me faire connaître, il faut que j'aille me mesurer avec quelqu'un de très connu. Voilà. Et quelqu'un de très connu, c'était Jacques Chirac. Un effet domino donc, sans Queuille, point de Chirac. Sans Chirac, pas de Hollande. Sans Hollande, pas de mythe présidentiel pour la Corrèze. La Corrèze, terre de présidence, c'est vrai que bon, on me le dit chaque fois que je vais à Paris. Tous les collègues de tous les bords me disent toujours, mais comment ça se fait? La même question que vous. Comment se fait-il qu'il y ait en Corrèze cette terre de président, quelque part? J'y attendais le 3e, on ne sait pas. Un cas d'école, mais qui trouve aussi des explications logiques. L'identité floue du centre-France, moins clivante que celle de la Bretagne ou du Nord pour l'électeur, qui préfère aussi voter pour un président proche de lui, d'où l'atout central de la Corrèze, qui jouit aussi d'une image rurale, celle d'une France neutre et traditionnelle, une France éternelle, capable de parler vrai, bref l'image d'une France normale, un atout électoral. Alors peut-être que le prochain président de la République est autour de cette table. Je voudrais entendre vos réactions sur ce sujet. Les Corréziens ont souvent été un peu opportunistes en donnant leur voix au pouvoir présidentiel en place. Là, visiblement, M. Bonnet, l'effet Hollande ne fonctionnerait plus? Je ne suis pas du tout sûr que l'effet Hollande ne fonctionnera plus. Tout à l'heure, ça a été évoqué au niveau de l'émission. Vous savez, les Corréziens, je pense qu'ils auront peut-être la volonté de mettre de fer au feu, et que par rapport à ces élections départementales, il y aura, comme cela se passe souvent au niveau électoral, des réactions par rapport à ce qui s'est passé aux municipales, aux européennes. C'est ce que disait le président tout à l'heure, M. Moulinard. Et je pense que c'est une hypothèse qu'il faut également envisager. Monsieur Coste, comme la droite a remporté donc, au municipal Brive, Ussel, il y a eu les sénatoriales, les européennes. Oui, je ne pense pas que les Corréziens soient des opportunistes. Ce sont des gens de bon sens et qui savent se mobiliser derrière les gens, qui savent répondre à leurs préoccupations.
Les préoccupations du moment, c'est l'emploi, c'est l'habitat, c'est le pouvoir d'achat. Donc je pense qu'ils regarderont ça avant toute autre chose. Ensuite, sur le fait d'avoir deux fers au feu. Aujourd'hui, il y a un fer socialiste au gouvernement. Je pense qu'il est important d'avoir un fer de proximité, comme ils l'ont fait pour les municipales, à droite. Et donc, c'est aussi pour cela que l'alternance est possible chez nous. Après, de préjuger que la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes sera pilotée à nouveau par M. Rousset, c'est une pure supputation. Et puis, j'ai cru comprendre que M. Rousset était capable de travailler avec des gens charismatiques, des gens qui ont un programme et qui sont en capacité de faire avancer leur département. Donc, si demain, j'étais appelé à piloter le département, quel que soit le président de région, eh bien, on est en capacité de peser, parce que je crois beaucoup au pouvoir des idées, à la capacité à faire et la capacité à être. Et donc, c'est ce que sera Corrèze demain, quoi qu'il arrive. Un mot sur ce scrutin, même si les Corréziens ont peut-être l'esprit plus civique, plus citoyen que le reste de la France, est-ce que vous craignez une forte abstention ? Par rapport à l'abstention, moi j'ai une interrogation, parce qu'effectivement, quand au niveau des réunions publiques qui sont faites actuellement au plus près des habitants, quand on interroge les habitants, on s'aperçoit que simplement depuis très peu de temps, les gens s'intéressent à ces élections départementales. Et il y a une catégorie de personnes qui semblent s'y intéresser relativement peu, c'est les jeunes. C'est les jeunes de 18 à 30 ou 35 ans. Et ça m'interroge parce que, bon, il faut que ce soit, disons, les tranches de la population qui sont les tranches les plus en valeur, qui sont celles qui devraient décider par rapport à l'avenir d'un département. Et non pas les personnes qui sont plus âgées. Et ça, c'est une interrogation. Et je pense qu'ils ne prennent pas suffisamment en responsabilité l'importance de la vie citoyenne à ce niveau-là. Et l'importance qu'aura le département encore pour ce mandat de 2015 à 2021, 2021 parce que au niveau des compétences telles qu'elles se dessinent actuellement avec la loi NOTRe qui est en cours de discussion à l'Assemblée nationale et au Sénat, on s'aperçoit que finalement ces compétences seront encore très importantes et elles touchent tous les âges de la vie, depuis l'enfance jusqu'à la maison de retraite. La loi NOTRe, c'est pour nouvelle organisation territoriale de la République. José Di Mucci, l'abstention, elle vous sera plutôt profitable. Plus il y a d'abstention, plus on sait que le Front National fait un bon score. Alors pas forcément, mais l'abstention, je trouve toujours ça un petit peu regrettable. Après, je peux comprendre que la déception de diverses personnes fait qu'elles ne vont plus voter. Mais aujourd'hui, pour rebondir un petit peu sur ce que disait M. Bonnet, le département, les fonctions qui vont être attribuées au département, ça reste dans l'idée des électeurs encore très flou, encore très très flou. Je pense qu'il y a eu un petit peu une précipitation quelque part dans la volonté de réorganiser le territoire. Aujourd'hui, les politiques qui ont été menées, que ce soit par M. Sarkozy ou M. Hollande, ont été des politiques européistes forcenées. Aujourd'hui, l'électeur corrézien a l'impression de n'être plus qu'un pion sur un échiquier. Et pour nous, il est très important que le département reste une pièce maîtresse dans la démocratie française. Parce que le département aujourd'hui, c'est une compétence de proximité, avec des élus qui rencontrent les électeurs tous les jours. Des candidats, à l'heure actuelle, nous sommes tous candidats ici, nous rencontrons les personnes qui vont voter pour nous. Nous devons rester aujourd'hui une puissance forte au niveau de la démocratie française. Parce qu'avec ces grandes régions qui se créent, toutes ces grandes régions sur le modèle des Länder allemands, finalement, l'électeur devient un simple numéro. Aujourd'hui, ça, on n'en veut pas. Madame Padovani-Loriot, comment faire pour mobiliser les électeurs? Vous l'entendez, vous aussi, sur la campagne? Qu'est-ce que vous leur dites? Oui, je l'entends sur la campagne, mais j'entends surtout que ce sont toujours les mêmes qui se présentent. C'est toujours des gens qui recommencent à avoir un mandat. Il y a quand même... Même si là, pour cette élection, il va y quand même avoir un renouvellement, des élus entre ceux qui arrêtent, ceux qui ne se représentent pas. Va y avoir un renouvellement, mais est-il suffisant? J'ai quelques doutes. Et qui plus est, j'aimerais bien que toutes ces règles sur le cumul des mandats puissent être appliquées vraiment sur les départements comme sur n'importe quelle instance politique pour qu'enfin il y ait des propositions nouvelles qui soient portées, pour qu'il y ait des gens nouveaux qui viennent à la politique et que le citoyen se reconnaisse dans l'élu. Parce que pour l'instant, le citoyen ne se reconnaît pas dans l'élu. Alors, oui, allez-y.
Et je dirais quelque chose par rapport à la jeunesse. On a absolument besoin que cette jeunesse revienne aux urnes, mais elle ne reviendra pas, justement, si ce personnel politique ne change pas et s'il n'y a pas des propositions directes pour elle. Alors, les propositions, justement, nous allons en parler dans la deuxième partie de cette émission. Si vous nous rejoignez pour cette Voix libre spéciale élection départementale, sachez que nous débattons avec nos invités des élections pour la Corrèze. Et donc, nous allons évoquer maintenant les programmes, le contenu de ce que vont nous proposer les candidats. Christian Moulinard, une question d'abord. Comment expliquez-vous que ce scrutin suscite un intérêt limité de la part des électeurs ? Alors, il suscite un intérêt limité parce qu'il est très vraisemblable que, et c'est une évolution qui ne date pas d'aujourd'hui, il est très vraisemblable qu'il y a désormais 2 élections essentielles. Les élections municipales, les élections présidentielles. On voit bien que même les élections législatives souffrent d'une forte abstention et il n'est pas étonnant que pour des élections départementales, dans des structures qui sont nouvelles, un redécoupage, dans des structures auxquelles il sera parfois difficile de s'identifier, dans des structures qui ont fait disparaître certains cantons ruraux, qui justement avaient une personnalité à laquelle on pouvait s'identifier, et qui les ont fondus dans un plus grand canton, mais aussi la difficulté de personnifier les cantons urbains, parce que selon que vous habitez d'un côté ou de l'autre d'une rue, vous n'êtes plus dans le même canton, eh bien tout cela fait que, bien ma foi, les électeurs se disent qu'après tout, ils sont conscients, je pense, de l'importance du département, mais ils se disent qu'après tout ça, c'est une affaire de parti politique, c'est une affaire de cuisine électorale, et que ça va bien se faire sans eux. Alors, je n'approuve pas ce phénomène, mais je crois simplement qu'il existe. Et puis, le fait qu'on ne sache pas aujourd'hui quelles seront véritablement les attributions du conseil départemental, j'imagine que ça n'aide pas les candidats à mobiliser leurs électeurs. Alors, il y a quand même encore quelques attributions, on va en parler. Mais on ne sait pas encore précisément lesquelles. On a une idée quand même, hein. Oui. Par rapport aux débats qui ont eu à l'Assemblée nationale et au Sénat, on sait quand même quelles sont à peu près les compétences. Le social, le transport, sociale, les routes, les collèges. Bon, l'action sociale, également l'intervention territoriale. L'intervention territoriale. L'ingénierie également, c'est nouveau par rapport à l'ingénierie. Alors justement, on va parler des programmes. Gérard Bonnet, dans votre programme, vous opposez la Corrèze Courage à la Corrèze Mirage. La Corrèze Mirage, ce serait celle de Pascal Coste ? La Corrèze Courage, la Corrèze Mirage. Bon, c'est ce qui a été repris dans la presse. Donc, au niveau de la Corrèze Courage et la Corrèze Mirage, je pense que, notre programme, c'est un programme réaliste. C'est un programme pragmatique qui tient compte des réalités et qui veut également être tourné vers l'avenir. Mais compte tenu de la situation que nous avons, qui est quand même une situation financière difficile, eh bien, il faut quand même faire des propositions qui soient des propositions réalistes. Et ces propositions réalistes, nous les faisons. Nous avons 5 points pour ces propositions qu'on considère réalistes. C'est une Corrèze plus solidaire, une Corrèze qui soit également une Corrèze plus active pour l'emploi. Nous avons également, et pour la croissance, une Corrèze qui soit une Corrèze plus équilibrée, parce que nous avons 3 territoires en Corrèze, la Basse-Corrèze, la Moyenne-Corrèze et la Haute-Corrèze. Et d'ailleurs, les délibérations qui ont été prises à ce sujet au Conseil général pour un équilibre au niveau des aides plus importantes dans les communes de Haute-Corrèze qui sont plus défavorisées a été votée à l'unanimité. Nous voulons également une Corrèze plus connectée, parce que le haut débit et le très haut débit sont essentiels pour l'avenir. Et nous voulons également une Corrèze désendettée. Vous voulez créer de l'emploi, mais à un moment, c'est bien beau, j'ai envie de dire, mais comment vous amenez de l'emploi en Corrèze ? Très rapidement, puis après, M. Coste réagira. Alors, création d'emploi. Très rapidement. Création d'emploi. Nous ne donnons pas de chiffres. Donc, Corrèze de Mai a donné le chiffre de 1000 emplois. Ça me paraît irréaliste de dire qu'on va créer 1000 emplois dans la mesure où la compétence économique va partir rapidement. Donc, ce n'est pas en 9 mois ou 12 mois ou 15 mois qu'on va créer 1000 emplois. Donc la structure qui est utilisée pour créer ces 1000 emplois, c'est une structure qui existe déjà, qui s'appelle Corrèze Équipement. Moi, j'ai pu suivre le fonctionnement de Corrèze Équipement, qui est une société d'économie mixte, pendant tout le mandat. Eh bien, je peux vous dire qu'il y a un certain nombre de projets qui n'ont pas abouti, qui étaient présupposés, qui auraient pu marcher, mais qui n'ont pas marché parce que, pour 2 raisons.
à cause des banques, hein, que les banques ne voulant pas prêter ou parce que les projets n'étaient pas des projets qui étaient réalisables. Monsieur Coste, vous allez créer 1000 emplois. Oui, bien sûr, mais notre projet repose sur 4 postulats. Le premier, c'est pas augmenter la fiscalité. On a été matraqué par la majorité sortante, on a été matraqué par le gouvernement actuellement. Il faut arrêter d'augmenter la fiscalité. Le deuxième engagement, c'est diminuer de 50 millions d'euros, même un peu plus, dans nos prévisions, la dette sur les 6 ans qui viennent, pour pouvoir continuer à avoir des capacités. Actuellement, l'endettement du département il est de 360 millions d'euros. La droite l'avait laissé à 260, il est à 360. C'est-à-dire que la gauche, je suis pas d'accord avec 260, hein. qui est vertueuse, l'a augmenté aussi sur la période. Ensuite, nous voulons baisser les charges de fonctionnement, parce qu'autrement, on n'arrivera pas à continuer à investir. Et chaque euro investi doit générer 4 à 8 euros dans l'économie. Donc, on a une priorité qui est faite sur l'emploi. Alors oui, c'est possible de créer de l'emploi. Moi, je croise de temps en temps le président du Conseil général à la cantine. Et c'est très bien. Je pense qu'une fois par semaine, on peut réunir 10 chefs d'entreprise, échanger avec eux, discuter. L'aéronautique est un secteur en pleine expansion. 5% sur le plan mondial aujourd'hui. On a toute la mécanique vallée. Aujourd'hui, il y a plus de 1000 emplois qui ne sont pas créés, des marchés qui ne sont pas pris, parce que justement, on n'est pas en capacité de mettre en place les formations qui vont avec et de faire le portage des usines qui vont avec. Donc nous, tant qu'on a la compétence économique, tant qu'en 2015 et en 2016, elle n'est pas transférée à la région, l'idée, c'est de garder toute la masse financière qui est possible du département pour créer un outil au travers de la société d'économie mixte qui puisse perdurer, parce que la loi le permet, après 2016, 2017 et sur la fin du mandat. Donc c'est l'emploi comme priorité, l'habitat, c'est les priorités des Corésiens. Madame Padovani-Loriot, l'emploi, c'est le thème fort de cette campagne. Vous voulez créer de l'emploi notamment dans la filière bois? Alors, l'emploi, il ne se crée qu'à partir d'activités qui ne sont pas délocalisables. Et le gros problème jusqu'à présent des installations d'entreprises, c'est des entreprises qui durent 4-5 ans et puis qui s'en vont. Hein. Donc là, il y a des questions à se poser sur les entreprises qu'on cherche à installer chez nous. Donc il y a des critères de conditionnalité de ces aides pour les entreprises qui doivent absolument intervenir pour que les aides soient vraiment pour des entreprises qui restent, d'abord. La deuxième chose que je dirais, que ce soit la forêt ou l'agriculture, il faut installer, il faut aider à la qualité. Ce n'est pas en faisant des grosses structures industrielles complètement déconnectées du territoire, dont l'économie ne va pas bénéficier au territoire, qu'on va réussir à faire les choses qu'il faut. Mais par contre, si on part par la qualité dans le bois, par faire vivre les chartes forestières qui pour l'instant vivotent complètement, par faire un lien entre les entreprises forestières et les entreprises du territoire de transformation, au niveau des agriculteurs, en leur permettant de faire de l'engraissement de leurs animaux, par exemple, pour pouvoir faire en sorte que la plus-value leur revienne à eux. Et ça, c'est possible. Et on a des exemples sur le territoire. Plutôt que de faire des grosses industries dont le bénéfice ne viendra pas sur le territoire. Pensez à la ferme des Milvaux, par exemple, sur le bateau de Vache. Par exemple, c'est comme ça qu'on aura de l'emploi, parce que les agriculteurs pourront vivre sur des petites structures ou des moyennes structures et dans de bonnes conditions, ce qui n'est pas tout à fait le cas pour l'instant. Et même en filière longue, il existe des exemples où il y a des agriculteurs qui terminent, qui finissent leur bovin et qui se mettent la plus-value dans la poche. Ça ne va pas dans la poche des grandes surfaces ou tout ce que vous voulez. Alors j'ai lu vos programmes respectifs. Tout le monde veut défendre les services publics, maintenir les services publics en zone rurale. Hein, c'est votre cas, Monsieur Dinucci. Une fois qu'on a dit ça, c'est bien beau, mais concrètement, comment on fait? Puisque chacun, effectivement, veut sa poste, sa gendarmerie. Bien sûr, on mais sait déjà, que ce n'est pas forcément possible. Une gestion saine de l'argent public au niveau du département. Soit au niveau département. On peut baisser également les budgets de communication. Parce que faire de la com, tout le monde peut en faire, mais le plus intéressant, c'est de faire du travail concret, du travail réel. La communication, ça va un moment, mais au bout d'un moment, il faut arrêter. Stabiliser les effectifs, qu'il y ait de l'effectif, mais qui restent stables tout de même,
ne peut pas augmenter de manière pléthorique les effectifs au niveau du département. Certains, compte tenu de la dette que les précédentes majorités nous ont laissée, le désendettement reste quand même un pôle très important. Ensuite, il faut éviter toute forme d'emprunt qui puisse se révéler être toxique à terme. Et surtout, favoriser les circuits courts. Justement, c'est là où je rejoins mes adversaires. Il faut créer de l'emploi en Corrèze. Et créer de l'emploi, c'est avant tout en favorisant des circuits courts qui fassent travailler les artisans locaux, les commerçants locaux, les producteurs locaux, parce qu'on a des produits de grande qualité en Corrèze, que ce soit au niveau agricole, au niveau artisanal, on a des produits d'une qualité extraordinaire. Il faut absolument les valoriser au niveau de notre département, que ce soit au niveau du conseil général, au niveau des collèges. Il faut mettre en place des circuits courts, absolument. C'est là qu'on fera quelque chose de formidable en Corrèze. Il y a des atouts également, des atouts qui ne sont pas valorisés. Pour les collèges, j'ai lu le programme distribué par le Front National. Pour les collèges, vous voulez renforcer la sécurité dans les collèges en luttant contre les trafics, la drogue et le racket. La situation est aussi critique en Corrèze, dans les collèges. En Corrèze, la situation n'est pas évidemment au niveau de ce qui peut se passer dans certaines métropoles. Toutefois, le problème se rencontre notamment sur Brive, sur Tulle, où des trafics divers ont lieu, effectivement. Je crois que sur les circuits courts, vous approuviez les circuits courts. Non, oui, parce que ce qu'on propose au niveau de Corrèze demain, c'est créer justement un label fabriqué en Corrèze ou produit en Corrèze pour que nos achats deviennent nos emplois et relocaliser un certain nombre de productions. Alors, c'est pas tout sur le circuit court, parce que quand on parle de Mécanique Vallée, quand on parle de créer des emplois pour Airbus demain, c'est effectivement être les sous-traitants de l'industrie aéronautique. Donc tout n'est pas forcément en circuit court en termes d'emploi. Mais je crois que c'est important que les Corréziens se mobilisent aussi, parce qu'au travers de leur acte d'achat, ils peuvent avoir un acte citoyen et contribuer à l'économie corrézienne. Avant de parler du volet social et des impôts locaux, Christian Moulinard va nous quitter, il va être remplacé par Enrique Vera-Campos de France Bleu qui va venir me rejoindre. Oui, je parlais des impôts locaux juste avant, M. Bonnet. Je voudrais revenir sur les circuits courts, parce que les circuits courts, on en parle, mais on ne dit pas ce qu'on a fait. Bon, au niveau des circuits courts, je pense qu'il y a quand même des choses importantes qui ont été faites par le Conseil général d'ores et déjà, en liaison avec la Chambre d'agriculture, avec la mise en place d'AgriLocal 19. Il y a également donc les marchés de producteurs de pays qui sont gérés par la Chambre d'agriculture et sur lesquels aide également le Conseil général. Donc au niveau des produits de qualité, moi je suis d'accord là-dessus, mais je dois dire qu'il y a des actions qui ont été déjà menées, des actions importantes. Au niveau de AgriLocal 19, c'est une plateforme interactive numérique qui est adaptée au marché public et qui permet soit au collège, soit aux EHPAD, aux maisons de retraite, soit aux cantines scolaires, d'acheter directement aux producteurs locaux. Et ça fonctionne bien. On a évoqué tout à l'heure la fiscalité. On sait que les dotations de l'État vont diminuer. Comment vous pouvez garantir aux électeurs qu'il n'y aura pas de hausse des impôts locaux, Madame Padovani ? Le premier truc, c'est demander à l'État de revenir à des dotations qui correspondent aux besoins. Il y a quand même quelque part une façon de gérer les départements qui me paraît ne pas prendre en compte les difficultés qu'il peut y avoir dans certains départements. Il se trouve qu'on est un département dont la moyenne d'âge est très élevée. On a ces personnes fragiles en fin de vie à s'occuper, à faire vivre correctement et à maintenir le plus longtemps possible, soit dans leur village, soit carrément dans leur maison. Ça passe aussi par le développement des maisons médicales ? Ça passe surtout par le développement d'un personnel formé dans des conditions de travail correctes, par la création de travail intergénérationnel entre ces personnes âgées et des familles qui pourraient les accueillir. Et comment on certifie ces familles pour qu'elles puissent maintenir dans leur village, dans de bonnes conditions, ces personnes âgées. Il y a tout un tas de solutions qu'il faut envisager de près et qui sont sans doute moins coûteux que les grosses maisons de retraite qui coûtent très cher aux personnes qui ont des petits revenus. Merci. Monsieur Cos, vous prenez le Conseil général, pas de hausse d'impôts locaux ? Non, parce que je pense qu'à la fois, il faut organiser la solidarité nationale différemment, c'est-à-dire qu'il faut trouver une ressource pérenne
pour les départements. Il faut arrêter ces coupes sombres linéaires sur les collectivités locales. Il y a des collectivités qui peuvent payer plus et d'autres à qui il faut prélever moins, et notamment nos départements ruraux. Et ensuite, eh bien, on ne fera que ce que l'on peut. Ça veut dire qu'on ne peut plus recourir à la fiscalité parce qu'on étrangle les ménages, on ne peut plus recourir à l'emprunt, sinon on va dans le mur. Donc ça veut dire qu'il faudra faire avec les finances que l'on a. Et c'est pour ça que nous faisons des choix qui ne sont pas des choix pléthoriques autour de l'emploi et d'un plan bâtiment avec une nouvelle gouvernance qui associe les Corésiens, qui associe les 1500 agents du Conseil général pour une mobilisation. Et notre budget, nous, c'est un budget de mobilisation de l'ensemble des acteurs plutôt qu'un budget de rupture. Et donc ça, c'est important. On a besoin de redonner une dynamique en Corrèze par la mobilisation de tous. Le social aussi, c'est important. Il y a 4700 bénéficiaires du RSA en Corrèze. On continue de le financer ? Je crois que nous prévoyons 1 million d'euros de moins sur le RSA au global que la majorité départementale. Pourquoi ? Parce que derrière chaque bénéficiaires du RSA, nous souhaitons mettre en place un contrat d'objectifs et de moyens précis avec des objectifs ciblés, avec derrière nos travailleurs sociaux qui doivent les suivre régulièrement parce qu'on ne peut pas laisser dans une situation durable bon nombre de demandeurs du RSA. Il y a des talents, il faut aider à les sortir et donc la solidarité c'est très important, mais si on veut garder notre modèle social en France, il faut justement l'accompagner pour faire en sorte qu'il puisse durer. Monsieur Dinucci, sur le social, Marine Le Pen hier disait vouloir revaloriser l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie. Si les finances des départements sont bonnes, c'est un peu tout et son contraire, non ? C'est pour ça que je rejoins M. Costa là-dessus. Il faut que l'État prenne en compte les besoins des départements. L'État doit prendre en compte qu'un département comme la Corrèze, qui est surendetté, qui a des revenus relativement faibles, l'État doit le prendre en compte. Et M. Hollande, ayant été élu local, doit le savoir mieux que tout autre, prendre ses responsabilités à ce niveau-là pour aider le département. Parce qu'on a énormément de personnes âgées qui sont dans une grande difficulté, qui souvent sont issues de familles qui ont des revenus modestes. Ces familles ont beaucoup de mal, comme vous le disiez tout à l'heure, à payer des maisons de retraite qui sont hors de prix. Et aujourd'hui, il faut le revaloriser, il faut aider à des créations, à aider les personnes âgées, il faut faire de l'emploi là-dessus également. Il faut avancer parce que les personnes âgées aujourd'hui sont dans une grande détresse. On voit des personnes dans les maisons de retraite. Les familles ne savent plus comment faire pour payer. Les familles s'endettent quelquefois pour payer. Ça, c'est pas normal. Alors, nous approchons de la fin de cette émission. Enrique Villa-Campos de France Bleu Limousin, notre partenaire pour cette élection, nous a rejoint. Bonjour Enrique, vous avez écouté attentivement nos invités. Qu'avez-vous retenu, remarqué ? De quoi ? De cette émission ou de ce débat ? Des deux. Des deux ? Si je pose la question, ça va pas vous faire plaisir. C'est que j'ai l'impression d'avoir assisté à un échange cordial, aimable, entre partenaires, plutôt qu'à un débat entre adversaires. Pour en avoir connu d'autres dans ce département, on est quand même loin de la tension qui pouvait régner sur le plateau en 2008, par exemple, quand les intervenants qui étaient autour de la table s'appelaient Jean-Pierre Dupont et François Hollande. Alors ça veut dire quoi ? Est-ce que c'est à l'image de cette élection qui finalement ne passionne pas ? Est-ce que c'est à l'image du résultat de cette élection qu'on subodore, on l'a évoqué tout à l'heure avec M. Moulinard. Est-ce que ça veut dire que c'est déjà joué ? Est-ce que ça veut dire que, ça y est, la droite l'a emporté et la gauche s'est résignée ? C'est une des questions que je serais amené probablement à vous appeler, à vous poser tout à l'heure. Un constat, M. Bonnet, vous avez peut-être aujourd'hui 3 opposants. Parlons de la situation de la gauche, c'est ce qui ressort aussi. 3 opposants, je ne pense pas. Hein. Je pense qu'en ce qui concerne donc Alternative à gauche, je pense qu'il y aura quand même au deuxième tour la possibilité... Je vais y venir, je vais y venir. Mais en tout cas, l'entente n'est pas cordiale parce que Mme Padovani-Louriot, vu qu'on me demande ce que j'ai retenu du débat, a rappelé que tout à l'heure que le Parti communiste, aujourd'hui, trouvait une écoute auprès de ses nouveaux partenaires qu'elle ne trouvait peut-être pas, d'après elle, dans votre majorité. Vous avez tous parlé de l'abstention. Effectivement, ça va être sans doute une donnée importante de cette élection. Le risque est grand. Pour continuer sur ma logique, moi, si j'étais abstentionniste, que je ne suis pas, aujourd'hui, à l'heure où on parle, 1 heure après vous avoir écouté, ou plutôt pour vous avoir écouté pendant 1 heure, je serais bien embêté. Parce que finalement, on a fait beaucoup de constats communs. Vous avez fait beaucoup de constats communs et je ne sais pas bien ce qui vous différencie les uns des autres. C'est pour ça que je vous dis, à mon avis, est-ce que c'est je ne suis pas sûr d'avoir vraiment assisté à un débat aujourd'hui. Je vais prendre un exemple. Vous avez tous parlé des circuits courts.
Les circuits courts, ça fait l'unanimité. Vous avez tous parlé de l'emploi, ça m'étonne, parce que l'emploi, ce n'est pas une compétence du Conseil général. Comment est-ce qu'un Conseil général peut développer l'emploi? Ça n'est pas dans les compétences des conseils départementaux. Pour vous dire que cet échange a fini de me convaincre, mais c'est un avis personnel, qu'il y a peut-être plus de politique au niveau du département. Qui veut commencer à répondre? Monsieur Bonnet. Je pense qu'au niveau de en ce qui concerne l'emploi, en ce qui concerne l'emploi, vous avez dit que le département n'avait plus de compétences en matière d'emploi. Je pense que pour le moment, à l'avenir, c'est vrai qu'il n'aura plus de compétences en matière d'emploi, mais selon les dispositifs qui sont mis en place en matière d'accompagnement de l'artisanat et du commerce, je pense que ça continuera à pouvoir être délégué au niveau du département. À condition que le département ait des sous, ce qui n'est pas le cas. Oui, mais je vais vous dire que le département n'avait pas des sous entre 2008 et 2015, mais le département a quand même soutenu à hauteur de 6,2 millions d'euros entre 2007 et 2015 l'artisanat et le commerce en créant ou en maintenant près de 1000 emplois. Oui, mais c'est pas que des sous, c'est aussi la mobilisation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut aller voir les chefs d'entreprise, voir quels sont leurs besoins. Quand on propose dans notre programme de faire des job dating, c'est-à-dire de tous les mois réunir les demandeurs d'emploi, au lieu d'aller les faire pointer face à un guichet, de les mettre dans une salle, de faire passer les chefs d'entreprise du territoire pour qu'ils puissent dialoguer, échanger leur CV, c'est ça aussi créer de l'emploi. Quand on prend en compte les problématiques qu'il y avait eu à une époque autour de la création d'ateliers relais, des usines telles que ça avait été fait à Brive à l'époque de M. Charbonnel. C'est ça aujourd'hui avec la société d'économie mixte, c'est être capable de porter les usines du futur, de permettre à des usines qui sont aujourd'hui prêtes à partir d'ici, de pouvoir leur construire de l'immobilier d'entreprise, ils sont prêts à payer des loyers et de garder cet emploi-là, d'attirer des emplois de l'aéronautique, de faire en sorte, vous avez dit... Une campagne pour le Conseil régional, ça plutôt, parce que pour le coup c'est une compétence du Conseil régional. Nous avons le département 2 ans la compétence, 2015 et 2016. Donc c'est très important qu'on ait ces effets de levier pour que justement, après 2015, après 2016, lorsque la région aura la compétence, si la région ne veut pas nous suivre, on pourra dire, nous, Corésiens, on est prêts à lier. Est-ce que vous venez avec nous ou est-ce que vous ne venez pas? C'est ça aussi l'anticipation et la création de la dynamique. Sauf que les aides directes sont interdites. Les aides directes sont interdites à compter de 2016. C'est du portage. Et quand on mobilise sur l'habitat tel qu'on veut le faire, c'est aussi créé pour les artisans, les commerçants de l'emploi. Merci. On va terminer malheureusement maintenant cette émission alors que le débat semblait justement un peu prendre. Merci en tout cas à vous d'avoir participé à cette Voix libre spéciale. Merci aux équipes techniques ici en plateau et en régie. Les élections départementales continuent sur notre antenne dans nos journaux. N'oubliez pas non plus notre site internet limousin.france3.fr avec un dossier très complet sur cette élection. On se retrouve samedi prochain, 14 mars à 11h05 pour une Voix libre consacrée à la Haute-Vienne. À suivre le journal avec Emmanuel Brault. Excellent samedi, bon week-end, merci.